En ce moment, je m'ennuie. Et en fait, je me rends compte que généralement, quand je m'ennuie, je vais souvent dans l'extrême. Je pense que c'est naturel, c'est-à-dire que quand on s'ennuie, on va aller à la recherche de sensations et du coup, on va faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin, moi, ça m'arrive souvent, c'est toujours les moments où je m'ennuie, je me mets à parler avec des gens que je connais pas ou à qui je parle pas d'habitude et du coup, je commence des conversations où je fais des débats avec les gens ou soit. Enfin, en gros, c'est ce qui est arrivé là ces derniers jours et j'ai parlé avec des gars et en gros, je commençais des débats sur des sujets plus ou moins clivants. J'essayais d'être totalement. D'avoir une argumentation de ouf et tout. Enfin, en gros, rationnellement, j'avais raison quoi. Le truc, c'est qu'après la conversation, la personne en question, enfin, du coup, j'avais fait ça avec plusieurs personnes. Bah, elle a quitté la conversation en mode elle m'aime pas quoi. Et parce qu'en même temps, je faisais un peu de provoque. Du coup, bah, moi j'étais là en mode je m'en fous parce que je savais que c'était parce que j'avais raison et qu'il avait plus d'arguments et tout. Mais après, j'ai eu une période où je me sentais un peu mal. Et puis je savais pas trop pourquoi, parce que comme j'ai l'habitude de me sentir mal, et ben je me disais voilà. Enfin, de toute façon, moi je sais quand je me sens mal, c'est quand je commence à dormir la journée. En fait, quand je me sens mal, je sais que la meilleure stratégie c'est juste de dormir. Comme ça, je fais des rêves et je sais pas pourquoi, je pense que ça rééquilibre. Ça doit être un processus naturel. Et du coup, quand je me réveille, je me sens un peu mieux. Mais ouais, voilà, au lieu de ruminer, bah, je m'endors. Je viens de me réveiller et j'ai envoyé un message aux personnes en question et je me suis un peu excusée en mode. Enfin, j'ai entre guillemets fait la paix avec ces personnes-là. Et après, je me sentais hyper bien. Et j'ai eu comme un moment de libération. Et c'est là que je m'étais rendu compte en fait. C'était à cause de ça parce que jusqu'alors en fait je refoulais, je me disais mais non mais c'est pas ça, de toute façon j'avais raison et en fait c'était comme un processus inconscient de je me sentais mal et je voulais pas me l'avouer à moi-même mais en fait voilà quoi. J'ai fait un rapprochement avec le livre Crime et Châtiment de Dostoïevski qui parle en fait de ce truc là de. J'avais pris quelques notes sur le livre, je les ai emmenées là quand j'avais lu le livre il y a un peu longtemps. Et ce livre, il est super intéressant et il est dans l'air du temps et tout. Enfin, je pense qu'il faut vraiment le lire. Du coup, j'avais pris quelques notes sur une feuille et je vais vous parler de ce livre parce qu'il est vraiment bien. En gros, c'est l'histoire de Raskolnikov, qui est un personnage, on va dire, qui est l'incarnation du rationalisme, de la pensée qui va, entre guillemets, nier Dieu. Et ce personnage-là, il est intéressant parce que il va se forger une sorte d'état d'esprit ou de théorie dans laquelle il remet en question en fait tous les jugements moraux et il va même se mettre à considérer en fait que les gens qui agissent en accord avec la morale c'est juste des gens qui sont soumis aux valeurs qui sont dans la société et en fait c'est des personnes qui vont être lâches et lui il va avoir le courage dans la nouveauté ou la transgression de ces règles là. En fait il va être torturé par ses idées notamment parce qu'il est dans une situation plutôt compliquée, c'est-à-dire que sa famille, enfin il a plein de problèmes familiaux, lui il fait ses études et il est un peu pauvre, il a pas d'argent, il mange pas bien, et en gros sa mère elle est malade, enfin il a plein de soucis, et donc dans son quartier il y a une dame qui est en gros prêteuse sur gage, enfin c'est une vieille usurière, et cette personne-là, elle est vraiment détestable. C'est-à-dire qu'elle se comporte mal avec des personnes de son entourage. Elle est vraiment méchante et elle n'apporte rien à la société. Elle a vraiment beaucoup d'argent. Et là, il va se dire mais pourquoi pas la tuer quoi. Parce que cette personne, elle n'apporte rien. Et puis, en fait, ça serait commettre un acte bien pour l'humanité que de la tuer. Et rationnellement, quand on s'intéresse à ce crime-là, on ne peut qu'être en accord avec lui dans le sens où cette personne-là, elle est vieille et lui, il se dit, bon, il n'y a pas de raison qu'elle vive, elle fait que du mal.
Et lui, en fait, il considère qu'il va avoir de la force parce qu'il va avoir le courage de tuer cette personne. Et en fait, ce personnage, il est dans un âge un peu la vingtaine, enfin je sais pas exactement, mais il est assez jeune. Et en fait, on est vraiment dans sa psychologie et on se rend compte qu'il y a aussi une quête d'identité, une quête de se prouver en fait qu'il est, s'il a du courage. Il y a un truc très intéressant dans le livre, enfin, moi j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est qu'on est vraiment dans un truc psychologique. Et quand l'idée du crime le vient à l'esprit, on a comme l'introduction d'une sorte de fatalité, c'est-à-dire que on sait qu'il va commettre ce crime, mais en fait c'est comme si le personnage il va se hacker son cerveau parce qu'il sait inconsciemment que s'il remettra en question cette idée du crime, en fait il va jamais agir. Et du coup c'est comme si il précipitait ce crime pour se forcer à agir parce qu'il sait que sinon il aura jamais le courage de le faire. Enfin, comme en gros, si vous voulez aller draguer quelqu'un dans la rue, et ben vous vous dites, oh, faut juste le faire d'un coup. Parce que sinon, si vous attendez, vous allez plus jamais le faire, vous voyez. Mais il y avait un peu cette idée-là, mais c'était hyper bien raconté. Enfin, l'auteur est vraiment excellent. Donc en fait, il va précipiter le crime, il va tuer la vieille femme avec une hache, et malheureusement, qu'il va entrer dans la maison, il va y avoir une autre personne. Euh, et il va devoir la tuer avec pour pas qu'il y ait de témoins, quoi. Enfin, c'est, du coup, il tue deux personnes, dont une qui, on va dire, est innocente, donc ça ne se passe pas vraiment comme prévu. À partir de ce moment-là, dans le livre, on entre véritablement dans un nouveau monde. C'est-à-dire qu'on est dans le monde du doute, on est dans le monde du cauchemar. En fait, là, Raskolnikov, il est hanté véritablement par ce crime. Il est esclave de ce crime, il a véritablement été sali, en fait. Et on a vraiment aussi cette idée de... Il est entré dans un nouveau monde, dans un monde chaotique, dans le monde de ses cauchemars, de ses pensées. Il devient vraiment fou, il ne veut plus se détacher de ça. Il n'a plus du tout le pouvoir de contrôle sur son corps, finalement. Il va avoir des périodes où il va être malade et tout. Et en fait, là, c'est vraiment intéressant parce que au début de l'histoire, on est encore dans une sorte de situation dans laquelle il y a un certain ordre, on a des personnages qui agissent. Enfin, vous voyez, on a un cadre, tandis qu'après, on arrive dans un monde beaucoup plus chaotique. On est vraiment dans les pensées de Raskolnikov pendant beaucoup de chapitres. Justement, on est plongé en fait dans la solitude de ce personnage qui est seul face à ce crime et qui est terriblement malheureux en fait, qui vit une souffrance horrible. Et on est vraiment dans sa psychologie, dans ses pensées, et il est seul parce qu'en fait, personne ne sait pendant un bon bout de l'histoire qu'il a commis ce crime. Il est vraiment seul face à cette situation. Il va y avoir un combat dans son esprit, un combat réel pendant plusieurs passages entre rationalité, entre la théorie dans sa tête, la rationalité de comment il trouvait ce crime utile, et mise en pratique de comment il se sent en souffrance. Vous voyez, il y aura toujours en gros cette espèce de rapport. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que une fois qu'il a commis ce crime, il va même pas finalement prendre l'argent de la vieille usurière, il va la cacher sous une pierre, je crois. En fait, il en a plus rien à foutre de l'argent. Enfin, il est juste hanté, il est possédé, il est plus maître en fait de ses actions. Il a plus de maîtrise et il est vraiment impuissant. Et c'est vraiment intéressant parce que va y vraiment y avoir un retournement. C'est-à-dire que pour lui, c'était un acte puissant que de réussir à tuer cette mauvaise femme parce qu'il avait l'impression de tuer le mal. Et en fait, maintenant, une fois qu'il a commis ça, il se sent impuissant, il se sent en fait plus humain. Il se sent hors du monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant et que c'est en rapport avec le nihilisme, parce que c'est exactement ça. Le nihilisme, en fait, c'est une pensée hors du monde. Le nihilisme, c'est un mensonge. Le nihilisme, dans les argumentations, c'est un peu comme le scepticisme, il peut justifier tout. En gros, il déconstruit tout, il remet tout en question. Et du coup, ça, on peut le faire jusqu'au bout, jusqu'à l'infini, et ça, c'est le nihilisme. C'est en gros la continuité infinie du néant. Enfin, si vous voulez vous intéresser plus, il faut vraiment regarder, vous intéresser au mot nihilisme, tout ça, parce que je sais que peut-être pas tout le monde comprend ce mot, mais concrètement, c'est vraiment cette idée de solitude et de mort. Pourquoi de mort? Parce que justement, la mort, ce qui nous fait réellement peur dans la mort, c'est pas juste la mort, c'est ce que la mort veut dire, c'est-à-dire, en fait, cette solitude d'être dans une sorte de néant continu, dans une sorte de non-existence pour une durée d'éternité. Et ça nous fait réellement peur. Et c'est comme ça aujourd'hui, actuellement, qu'on conçoit la mort, on conçoit ça comme quelque chose on entre dans dans le monde du rien, dans le monde du nihilisme. Et ben c'est comme si Raskolnikov, il était arrivé dans ce monde
après avoir commis ce crime. Parce qu'il avait cassé la hiérarchie, il avait cassé les valeurs, et donc en fait, les hiérarchies, c'est ce qui permettait de mettre des limites, des barrières. Et ben, vous comprenez bien que dans le néant, il n'y a pas de limite. Et ben, c'est comme ça qu'on peut visualiser le nihilisme finalement. Et du coup, cette solitude, elle est très bien expliquée par l'auteur. Quand je parlais de hiérarchie, c'est très intéressant, on peut aussi associer cette pensée nihiliste en opposition avec la pensée hiérarchique ou les notions de valeur qui sont présentes chez par exemple Emmanuel Kant. Ce philosophe-là, justement, il va être beaucoup dans le catégorique. Dans le, en fait, il y a des choses qui sont par nature, enfin, il y a le bien et le mal. Il va être beaucoup dans la pensée de dire, par exemple, mentir c'est mal, c'est tout. Tandis que Raskolnikov, avec sa pensée rationnaliste, il va plus être dans le relativisme, c'est-à-dire dire oui, ça dépend de la situation, parfois mentir ça peut être bien. Donc bien sûr, ça c'est des pensées plus rationalistes. Et en fait, la pensée catégorique, elle introduit la notion de sacré. Pourquoi ? Parce que le sacré, c'est quelque chose qui est sacré, c'est quelque chose qui a une valeur qui lui est intrinsèque, c'est quelque chose qui est stable, vous voyez, c'est sacré. C'est quelque chose de fort. Les limites qu'a franchi Raskolnikov, c'est qu'en fait, il a dépassé en fait ces limites du sacré. À ce moment-là, c'est là qu'il va entrer dans le châtiment et dans la punition. Et tout au long de l'histoire, on va avoir le personnage qui va arriver dans une sorte de... On va avoir comme une sorte de processus de rédemption qui va être expliqué à travers la psychologie du personnage et qui va être notamment une sorte de... En fait, c'est comme si le personnage, en fait, il souhaitait souffrir, ou en tout cas, il s'en voulait pas de souffrir parce qu'il avait besoin dans son corps de finalement se punir pour retrouver l'innocence. Parce que là, maintenant, jusqu'à la fin du roman, il va être en quête de cette innocence et elle va être très bien symbolisée par une jeune femme qui s'appelle Sonia. Et cette personne-là, justement, elle incarne la féminité, la figure de l'innocence, vous voyez. C'est comme si on veut revenir aux figures religieuses, la Vierge Marie, enfin, toute cette idée d'innocence, en fait, de pureté que symbolise la femme, et ben, c'est ce vers quoi Raskolnikov va aller une fois qu'il a commis ce crime. Justement, c'est un peu le sentiment que j'avais eu, bien sûr, ça n'a rien à voir parce que lui, c'est un réel crime, mais quand j'ai retrouvé l'innocence parce que je m'étais excusée et ce processus de purification ou de on se sent mal, c'est vraiment quelque chose de très naturel et en fait c'est notre corps qui réagit de cette façon parce que notre corps il est calé sur des valeurs morales. Quelque chose de paradoxal dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte en fait à travers cette explication que la personne qui va le plus souffrir, qui va se sentir le plus mal, ce n'est non pas la victime mais le coupable. C'est-à-dire que la victime, elle est du côté de l'innocence, et du coup, elle va pas se sentir mal intérieurement. Tandis que le coupable, lui, il va souffrir de son crime. Justement à cause de cette culpabilité. Et le sentiment de culpabilité, c'est le pire des sentiments. Vraiment un sentiment horrible. Et c'est pour ça qu'il est utilisé par l'auteur et qu'il est aussi bien expliqué. C'est vraiment... Ce livre, il est vraiment beau parce qu'on a aussi... Comme on est vraiment dans la psychologie du personnage, en fait, on s'identifie super beaucoup à ce personnage de Raskolnikov. Et on se rend compte que nous aussi on pourrait être ce criminel-là, que nous aussi on a toutes les... C'est vraiment un personnage en fait auquel on peut s'identifier, c'est pas un gros méchant criminel comme dans tous les livres, enfin d'autres histoires où voilà. Cette idée de purification aussi, c'est pas la personne la plus qui est victime en fait, qui souffre le plus, c'est aussi une idée que je pourrais rapprocher du féminisme. Pourquoi ? Le féminisme en fait c'est un peu cette tendance qu'ont les femmes à finalement considérer que elles sont victimes en fait de cette société, qu'elles ont moins de droits, ce genre de choses, et en fait elles vont se faire passer pour des victimes. Bon, bien sûr je généralise, mais il est important de généraliser pour parler de choses. C'est un processus en fait qui est très féminin. Au lieu de briser les frontières entre hommes et femmes, en fait les féminismes, elles incarnent justement ce qui est plus féminin, c'est-à-dire comporter en tant que victime. En fait, dans les relations de femmes, on a toujours ce genre de truc qui fait qu'on va dire que l'homme ne va pas pouvoir se conduire en tant que victime, sinon ça va être considéré comme mauvais, tandis que la femme, elle, si c'est une victime, elle peut parce qu'on doit la protéger. Enfin, tout ce genre de choses. Ça, c'est les valeurs qui ont été inculquées par la société et qui ne viennent pas de nulle part. On se rend compte en fait, par exemple, pour un cas très typique des violences conjugales, on va souvent avoir l'homme qui va être le coupable parce que il va utiliser pour se défendre l'arme qui va être par exemple
de sa force physique. Donc la femme, elle, la seule arme qu'elle va avoir, c'est la violence verbale, et ça va être beaucoup plus sournois, ça va être dans la psychologie. Voire par exemple blesser avec les mots ou des choses comme ça, parce qu'elles sont beaucoup plus douées, les femmes, elles sont beaucoup plus dans le psychologique. Et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, quand on va être dans un procès ou dans ce genre de choses, c'est l'homme qui va être vu comme le coupable, comme la figure du coupable. Et en étant considéré comme le coupable, c'est lui finalement qui va peut-être le plus souffrir en fait de cette situation, parce que comme il est le coupable, il est celui qui a des choses à se reprocher, et il est celui qui est détruit intérieurement. Et Raskolnikov, en étant coupable ou jugé coupable par la société, parce qu'on a aussi toujours cette idée du regard des autres, c'est hyper intéressant dans le sens où Raskolnikov, avec sa petite théorie qui s'est faite, il ne pense pas lui tout seul dans son monde, puisqu'il est hors du monde, qu'il est coupable, mais la société, elle le considère comme un assassin, comme un criminel. Du coup, il est au plus bas du rang de la société. Il était un peu arrogant dans le sens où il s'est dit oui, moi je veux être indépendant, moi je me fais mes propres lois, mes propres règles, moi je sais ce qui est bien, je sais ce qui est mal, enfin. Et il a oublié en fait que on est seulement dans le regard des autres. Et ça c'est hyper intéressant, c'est parce que ce qu'on est, c'est ce que les autres nous renvoient de ce qu'on est. Pour eux, il a sous-estimé l'importance du regard des autres, du regard de la société sur lui. Il a aussi sous-estimé l'importance du fait qu'il avait un corps. Ça montre son arrogance. Il manquait d'humilité et il voulait avoir plus de liberté, et finalement il est devenu esclave de cette situation. Pour moi, la vraie liberté, c'est non pas de vouloir se libérer de ses chaînes, c'est justement d'accepter qu'on est attaché à des chaînes, qu'on a des choses qui nous relient aux autres, et en fait d'être en paix avec cette chose-là, d'être en paix dans notre existence avec le fait qu'on est rattaché. Le fait qu'on est de toute façon esclave parce qu'on est sur Terre, parce qu'il y a des limites. Déjà, le sol, c'est une limite. Le nihilisme, c'est vraiment quelque chose, une pensée qui est hors du monde. Dans le vrai monde, il y a des limites. Dans l'aspect pratique, il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mauvaises. C'est quelque chose de très important à retenir, je pense. J'ai l'impression que dans nos sociétés actuelles, on est trop, justement, c'est pour ça que ce livre, en fait, il faut vraiment le lire. On est trop en fait dans nos têtes, on est trop des machines, et on oublie en fait que la vie c'est aussi agir. On n'a pas, en fait on est arrogant, on va faire des discours, on va bien parler, on va vouloir se mettre en scène, on va toujours être dans le paraître plutôt que dans l'être, c'est-à-dire dans l'ici, le maintenant, l'action. Je vis et je ressens de la souffrance ou je ressens du bonheur, et c'est ça qui va indiquer, qui va être l'indicateur de ce qui est bien et ce qui est le mal. Et par exemple, c'est aussi le véganisme. Le véganisme, c'est cette chose aussi. C'est le constat, en fait, qu'on a une sorte de... Aujourd'hui, comme si notre société, elle était tournée vers la mort. Parce que le nihilisme, c'est vraiment la mort. Et cette idée aussi qu'on oublie ce que c'est de tuer un animal, en fait. On a vraiment oublié. Vous voyez ce chat-là? Si je le tuerais, je me sentirais extrêmement mal. Pour en même temps, il n'y aurait aucune utilité parce que ce serait pas pour me nourrir et tout. Mais imaginons que ce soit un animal... Ce que je veux dire, c'est que par exemple, la vie, c'est quelque chose de sacré. Tuer quelqu'un, c'est pas anodin, et tuer un animal, c'est pas non plus anodin. Ça veut pas dire qu'il faut pas tuer les animaux, ça veut simplement dire qu'il faut prendre en considération le fait que c'est quelque chose de sacré, ou en tout cas le fait que ça a de l'importance en fait. Et qu'on peut pas simplement tuer à la chaîne ou industrialiser la mort, parce que c'est ce qui se passe dans les abattoirs. Le problème, c'est que la personne qui va consommer ou qui va manger les animaux ne va pas être la même que celle qui va finalement tuer l'animal. On a une sorte de détachement entre l'action qu'on fait et le sentiment de culpabilité. Et en fait, on va plus culpabiliser pour le fait de tuer des animaux, alors que c'est quelque chose qui était un truc qui naturellement réguler le nombre d'animaux qu'on va tuer, parce qu'aujourd'hui il va y avoir une sorte de gaspillage qui va être fait. C'est ça qui nous dégoûte en fait, c'est ça qui fait qu'il y a tous ces mouvements véganes, parce que c'est vrai que c'est dégoûtant de rendre ça industriel. Et moi je me suis toujours dit que mon objectif ce serait dans le futur, quand j'aurai une maison et quand j'aurai par exemple des poules ou je sais pas, de tuer mes poules moi-même en fait, pour avoir ce sentiment de culpabilité, pour me rappeler qu'est-ce que c'est la vie, que j'ai un corps et que c'est quelque chose d'important en fait. Il y a aussi l'idée de la légitimité aussi qui est présente dans Crime et Châtiment. Ce qui est intéressant quand je disais que Raskolnikov était arrogant, c'est que en fait il va commettre un crime, mais lui en fait il n'a pas la légitimité. Il va souvent se comparer à Napoléon, il va dire oui Napoléon il a commis plein de meurtres, et pourtant il est vu comme un héros. Mais lui justement c'est parce qu'il avait la légitimité. Et cette idée de légitimité elle se lie à travers le regard des autres. C'est-à-dire que si tout le monde... c'est aussi l'idée du progressif. Napoléon, il est monté progressivement au pouvoir. Il a réussi à construire de la légitimité, et c'est à ce moment-là qu'un crime aurait pu lui être permis.
Tandis que Raskolnikov, lui, il avait rien prouvé. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'avait pas de notoriété. En tout cas, on lui donnait pas de valeur plus qu'une autre personne, ou on lui donnait pas plus de droit qu'une autre personne de commettre cet acte dans la société. Tandis que Napoléon, lui, il avait ce droit-là parce qu'il avait atteint une légitimité. Et cette idée-là, elle est très importante. C'est aussi l'idée de rester à ta place. Si tu veux changer les règles, si tu veux changer les valeurs, eh ben fais-le progressivement et construis-toi une légitimité. Et sois pas arrogant et sois pas impatient. C'est aussi ça un peu la morale de Crime et Châtiment.